Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Je suis Patrick et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, épisode spécial, on va parler de Edge Computing. Donc qu'est-ce que c'est le Edge Computing? Alex, tu vas nous en parler parce que tu es un peu plus spécialiste que moi, tu as plus étudié la question. Donc je te laisse commencer, vas-y, explique-nous ce que c'est le Edge Computing. Le edge computing, alors c'est le mot buzzword qu'on voit un petit peu partout. Tous les gros opérateurs commencent à l'utiliser. Et en fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est le edge, il faut comprendre en fait l'évolution du serverless. Ouais. Pour comprendre le serverless, il faut remonter un tout petit peu avant. Alors, je ne vais pas faire tout l'historique du web, mais on est passé en fait de sites totalement statiques, en mode Ouais. 98-2000, voilà, Ouais. qui étaient directement dans notre navigateur, qui étaient rendus par un serveur, la plupart un serveur Apache. fichier. Ouais. Euh, et l'évolution a fait que on a toujours déplacé la complexité du serveur vers le navigateur, puis après du navigateur vers le serveur. Et en fait, Mhm. il s'est fait une sorte de spirale en fait où chaque problème a été résolu en fait. Et donc, le edge computing revient en fait solutionner un problème qu'on a maintenant parce que Mhm. la suite de l'évolution de la techno, quoi. En clair, serveur monolithique, appli monolithique, tout est Ouais. centralisé. On vient faire de plus en plus de front. Donc là, Mhm. ça rebascule en fait dans le navigateur, Ouais. ce mode de rendu. Ouais, sauf que on a un problème, il nous faut du SEO, donc il faut Ouais. construire en fait ces pages HTML. Du rendu Donc serveur. pour qu'elles, Ouais. ouais, faire avoir du rendu serveur. Donc on revient sur du On revient en serveur. arrière. Ouais, alors on revient en arrière ou en fait on vient apporter une sorte d'évolution. Et donc le rendu serveur est passé d'un truc monolithique. Après, on a eu les microservices. On a toujours des microservices. Après, Ouais. on a des infrastructures qui scale, voilà, avec les Docker, les Kubernetes et tout ça. Très bien. Par contre, il y a une tendance qui est sortie aussi, c'est du serverless. Alors le serverless, c'est pas qu'il n'y a pas de serveur, mais c'est qu'on va uniquement exécuter une fonction, mais Ouais. une simple fonction dans le serveur. Sauf que ça a créé un nouveau problème. Ah. Ce nouveau problème que ça a créé, tout simplement, moi je suis dans mon appli front qui est distribué sur un CDN classique et je veux faire un appel à ma fonction. Et cette fonction as a service, elle va être exécutée quelque part. La plupart des CDN, ils sont géorépliqués. Donc, on va avoir partout, en fait, euh, les mêmes données, en fait, vont être répliquées un peu partout sur le globe ou sur, Mm. voilà, on va dire sur le CDN. Quand ma serverless function, elle va être toujours géocalisée, pareil. Ouais. Elle est basée en Europe. Un exemple typique, j'ai un compte gratuit chez Amazon, sauf que le compte gratuit ou chez un autre provider, le compte gratuit, il est que aux États-Unis. Sauf que nous, on habite en Europe. Donc, Donc ma c'est loin. serverless function, elle va aller en Europe, elle va aller depuis l'Europe vers les États-Unis, elle Dans le va câble exécuter, sous-marin, là, tu sais, à travers le câble voilà, sous-marin. et elle va revenir en Europe. Donc en fait, ça c'est déjà un problème. En fait, on va avoir une certaine latence en fait, Mm. due juste au fait que géographiquement, les serveurs sont pas au même endroit. Après, on a un autre problème aussi sur le serverless, c'est que même si les opérateurs avec les grosses infrastructures font de mieux en mieux, on va toujours avoir ce qu'ils appellent le cold start, où la première fois que tu vas stimuler cette fonction, il faut que tout se Mm. mette en branle, on va dire. Et donc, ça peut amener un certain ralentissement. Donc, si Ouais. tu rajoutes à ça
le fait que ta database, elle est aussi à un autre endroit, on vient rajouter autant de latence en fait et de lenteur. Donc tu veux dire en gros qu'on a des sites qui sont rapides avec le CDN parce que c'est répliqué, machin, tout ça. Sauf Ouais. qu'à un moment donné, quand tu appelles tes fonctions qui vont aller te chercher les datas, quoi que ce soit, là, il y a du temps qui est pris parce que forcément, tu as pris un serveur Amazon à Francfort et que ton visiteur il est aux États-Unis. Donc le temps que ça revienne, machin. Donc en fait, on a un CDN qui est rapide, mais derrière, les fonctions, elles sont lentes, quoi. C'est ça le Exactement. problème. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, autre problème aussi, c'est que ta serverless function, elle peut pas te rendre autre chose que du texte. Oui, du JSON ou des trucs comme ça. Ouais. Et donc, ça pose aussi un problème sur qu'est-ce que je veux délivrer à mon utilisateur. Ouais. Donc, je suis obligé de passer par un autre backend où, en fait, je peux pas tout faire en serverless. Je vais avoir quelques contraintes. Et c'est là où le Edge commence à pointer le bout de son nez. C'est que justement, on va déplacer ce serveur, ce serverless, au lieu de le mettre dans un data center classique, on va le mettre au plus proche en fait de l'utilisateur. Comme C'est les pour ça CDN. on appelle ça sur le edge. Le edge, c'est vraiment le bord. En clair, au lieu d'avoir, si on a un CDN en Asie, en fait, ces edge functions, elles vont pas remonter en Europe pour redescendre en Asie, elles vont rester en Asie, elles vont s'exécuter dans le runtime en Asie, et elles vont être exécutées et elles vont être rendues. Donc en clair, on va avoir un gros gain de performance parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et donc si ça va plus vite, et en fait l'expérience utilisateur en sera bien meilleure. En clair, si on veut simplifier et caricaturer, les edge functions, en clair, c'est du serverless au plus proche de l'utilisateur. Du serverless CDN, en gros. Ouais, en fait, géorépliqué et Ouais. au plus proche de l'utilisateur. Donc, on va D'accord. gagner en fait de la vitesse et de la latence. Après, on pourrait aussi voir ça en fait comme une sorte de middleware au niveau de l'infrastructure. Et donc de l'infrastructure, c'est ma requête va entrer ou va sortir, elle va passer en fait par ces edge functions, et donc je vais pouvoir faire exécuter des informations et exécuter cette fonction-là au plus proche de l'utilisateur. Parce que ça géolocalise en fait en fonction de il sait en fait à l'appel, toi tu es en Asie, alors je vais utiliser ce Exactement. serveur en fait, en gros, qui est en Exactement. Asie et pas celui qui est en Europe. Exactement. Et en fait, alors tu as qui en fait aujourd'hui donne accès à ces edge functions, c'est les mêmes acteurs qui ont déjà du serverless et de la géoréplication. Et donc en clair, c'est les mecs qui ont des CDN. Et donc c'est Ouais. Vercel, c'est Netlify qui sont vachement en avance là-dessus parce Cloudflare qu'ils ont aussi. déjà une infrastructure. Et Cloudflare, bien sûr. Parce qu'ils ont déjà une infrastructure géorépliquée. Ils ont déjà des data centers avec des CDN partout. Et donc, ils leur annexent en fait ce petit runtime sur ces serveurs qui sont déjà géo-répliqués. Et comme ça, l'utilisateur, enfin, en tout cas, nous, développeurs, on va pouvoir déployer là-dessus. Ouais. Et donc, c'est splitté géographiquement. Parce qu'en fait, si je dis pas de conneries, Amazon, donc quand tu prends un truc Amazon, des serverless Amazon, enfin, système serverless, tu choisis une localisation, en fait. Parce qu'en fait, Amazon, il fonctionne. En gros, tu réserves une partie d'une machine, en fait. En gros, avec Amazon. Donc, tu choisis d'être localisé à tel endroit. Et en fait, ce que font en fait Vercel, tout ça, en fait, c'est que eux,
ils ont des machines qu'ils ont réservées chez Amazon, puisque derrière, c'est Amazon, hein, forcément, AWS. Et donc, grâce à toutes ces machines qu'ils ont réservées un peu partout dans le monde, ils arrivent à répliquer en fait tes fonctions dans les machines qu'eux, ils ont déjà. Ce que ne peut pas faire Amazon, finalement. Amazon ne propose pas, si je dis pas de conneries, de Edge, en fait. Mais après, toi, tu pourrais le faire. Ouais, oui, tu pourrais prendre plein de Tu peux serveurs, le faire. mais En fait, quand même. tu prends plein de serveurs et après, va t'amener en fait. Ouais, mais il faut faire un front qui va gérer la géolocalisation des gens. Enfin, c'est trop compliqué de le faire soi-même. Bah, si, ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et Ouais. c'est en ça où tout à l'heure, justement, j'expliquais que le problème, c'est toujours déplacer du navigateur à l'infrastructure, puis l'infrastructure au navigateur, et à chaque fois, je pense par exemple aux pubs et tout ça, bah, ils trouvaient des moyens pour te géolocaliser avec des requêtes et tout ça, pour t'afficher en fait des données qui étaient spécifiques. Et bah, aujourd'hui, en fait, c'est revenu côté infrastructure par ce biais des edge. Et donc, en pratico-pratique, comment ça va s'exécuter? En fait, on va avoir accès à un runtime. Donc, chez Netlify, ils ont fait le choix d'utiliser Deno, qu'on a présenté sur un épisode. On a reparlé aussi dans l'épisode sur les news. Et donc là, on va avoir accès, en fait, on va pouvoir exécuter du code sur le runtime. Et chez Vercel, c'est V8 avec ECMAScript et WebAssembly. Donc, on a accès en fait à toutes ces API qui sont on est sur des runtime JavaScript, mais qui sont peut-être plus efficaces au call start, en fait. C'est ça? En fait, tu n'as pas de call start parce que tu es au plus proche. Donc tu n'as pas. Ouais, ça exécute. Non, mais je veux dire, parce que Node, par exemple, quand tu vas. C'est pas du Node ou quoi, tu n'as pas à lancer ta fonction, machin. C'est directement, c'est exécuté en JavaScript direct, quoi, et ça renvoie. Oui, absolument. Ok. Et donc, ça, en fait, ça va nous donner accès, en fait, à... Alors, selon les opérateurs, ça va prendre un nom différent, mais un contexte, en fait. Et ce contexte-là, en fait, va nous donner accès à la géolocalisation. Donc, en fait, on va pouvoir accéder quand la requête part, elle va sur notre edge. Et on va pouvoir déconstruire le contexte et on va pouvoir isoler la géographie, par exemple la ville, le pays. Et donc, une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir peut-être rediriger ou lui afficher en fait des informations différentes selon l'opérateur, selon la ville. Ouais. Par exemple, s'il est en France, on va faire une redirection vers le site français. Si il est en Thaïlande, on va refaire la redirection vers le site thaïlandais et ainsi de suite. Donc, en fait, on vient déplacer cette logique qui était plutôt serveur, on la déplace au plus proche de l'utilisateur. En tout cas, on va accéder à cette API de géolocalisation. On va pouvoir faire la même chose avec des cookies. En fait, au moment où ça part, on vient injecter et utiliser des cookies. On va pouvoir aussi surcharger les headers, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir aussi l'utiliser en termes de proxy. Par exemple, on veut cacher des variables d'environnement ou des choses comme ça qu'on ne veut pas exposer côté front. Ça va passer par ce runtime-là sur le edge et c'est à ce moment-là qu'on va injecter les données. Comme ça, en fait, le client, lui, il voit rien du tout. C'est totalement transparent pour lui. Mais au moins, nous, on vient injecter des données pour surcharger la requête. Et pareil, on va pouvoir faire de la redirection instantanée. Par exemple, ce que j'évoquais sur la géolocalisation, ça bascule automatiquement. Un truc qui pourrait être aussi super cool, c'est faire du custom, du custom CSS, où en fait, basé sur la géoloc ou sur un cookie, enfin qu'on a eu dans un premier cas, où en fait on pourrait injecter du CSS différencié, quoi. C'est-à-dire, on sait que les Chinois, ils aiment plutôt bien ça en termes de style,
Les Français, ils aiment plutôt ce type de couleur-là. Et donc, en fait, on vient injecter un CSS différencié selon notre utilisateur, quoi. Ou le pays, ou... Et donc, ça peut être super intéressant pour ça. Ouais. Et une autre possibilité aussi que je vois, c'est sur de la validation. Par exemple, un exemple typique où, alors, même si c'est mieux de faire de la validation côté front, si pour X raison, en fait, on peut pas le faire ou que sais-je, au lieu d'appeler le serveur, en fait, ça passe d'abord par cette edge function qui valide, en fait, qui valide tout, qui fait une validation et qui retourne bon ou pas, enfin, qui retourne si c'est pas bon, si c'est pas correct. Cette validation serait faite beaucoup, beaucoup plus rapidement pour l'utilisateur et on vient taper et le formulaire en fait serait exécuté. La requête partirait au serveur uniquement elles sont totalement full valide quoi. Ce qui nous permettrait en fait d'avoir un serveur centralisé où on vient minimiser la charge parce que en fait la validation s'est fait sur le edge et au plus proche de l'utilisateur pour éviter de réduire la vitesse et de surcharger. Ok. Donc il y avait Nuxt en fait qui avait, il me semble, enfin dès le début, ils sont partis dans un process de edge computing en fait, parce que c'est compilé avec comment ça s'appelle déjà le Nitro, qui te fait un package en fait pour ton application hyper léger et que tu peux mettre sur Cloudflare sur du edge en fait. Donc Exactement. ça peut Alors, faire en tourner fait, aussi une application complète en fait. Exactement. Et c'est là où ça commence à être assez puissant. C'est que tous les frameworks, mais même Next aujourd'hui, utilise, Oui, il y a le peut middleware qui utiliser est. en fait, peut utiliser ces edge functions où justement, soit on va le mettre en middleware, et là c'est un middleware logiciel, mais qui va être déployé sur un middleware infrastructure, on pourrait dire. Ouais. En fait, quand tu déploies, enfin, je te coupe. Quand tu Ouais, vas-y, déploies vas-y. une application Next sur Vercel, en fait, on a un fichier underscore middleware qu'on va mettre avec ton application. Et en fait, ce fichier middleware utilisait Edge Function. Et dans ce fichier middleware, tu as accès justement à ces données de géolocalisation, tout ça, en fait, qui te permet de l'utiliser en mode proxy et donc de pouvoir éventuellement rediriger les langues, etc., en fonction de la géolocalisation. Et ça, c'est vraiment indiqué en Edge Function. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que le middleware qui utilise Edge Function sur Next, Ok. sur Vercel. D'ailleurs, Ok. voilà, la page, ça explique un peu tout ça. Et donc, comme j'expliquais, c'est hyper tributaire des providers, donc des Vercel, des Netlify. Après, les frameworks deviennent justement, essayent d'être le plus agnostique possible justement sur leur rendu. Et là, on voit, ouais, justement, Netlify, en fait, ils ont leur API en fait est totalement ouverte et respecte en fait des standards qui ont été établis avec request, response et des trucs un peu classiques justement sur lesquels on va pouvoir nous interagir et utiliser ce qu'on veut et ce qui permet en fait pour le coup de Nuxt 3 de toute la partie serveur elle peut être déployée automatiquement et ce en fait sans config le fameux configuration de convention over configuration justement où on respecte, on respecte la charte et on déploie automatiquement sur Netlify. Et tout ce qui est dans le serveur va être interprété en tant que serverless function ou edge function
pour justement en fait gagner en efficacité et en performance. Je reviens sur, Et ouais, vas-y. je reviens sur Netlify parce que tu étais sur l'onglet. Alors, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, on est aussi sur YouTube en même temps. Et on a l'onglet Netlify qui explique les Edge Functions. Est-ce que Netlify, en fait, toutes les fonctions que tu utilises sur ton projet, c'est passé sur du Edge ou ou faut spécifier que c'est du Edge ou pas? Non, alors pour le coup, il faut que tu le spécifies parce D'accord. que ouais, parce qu'en fait sur Edge, tu vas avoir ta request Hmm. et ton contexte. Euh, mais si tu veux, c'est pas tout à fait la même D'accord. API parce que en fait les Edge Functions ils sont construites en Deno et donc Ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais. tout à fait la même D'accord. Parce qu'après, je vois en dessous, les là, tu mêmes vois, ils API. ont le streaming edge rendering. Alors, les React Server Components, c'est un truc qui va arriver sur React 18, qui va permettre de rendre des components directement via le serveur. Et donc, là, le edge function prend ça en compte. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que tu vas recevoir des components via une edge function que tu vas appeler. Et ça va mettre à Et oui. jour ton application. Et Et, après, il y a pas et mal de donc, trucs. Ouais. après, moi, ce que je vois surtout, c'est tout ce qui est SSR, où en Oui. fait, au lieu d'avoir un gros serveur qui tourne, enfin, ou un serveur qui tourne pour rendre une page, bah, l'exécution et ce rendu serveur, en fait, il va pouvoir être au plus proche de Hmm. l'utilisateur et l'expérience utilisateur C'est est, plus euh, rapide. est beaucoup plus rapide. Ouais. Et surtout aussi la développeur expérience parce que en fait, tu n'as pas besoin, tu as très peu de config à faire Clairement. et ça marche. Alors, bien sûr que la magie, c'est Donc, bien, mais ouais. c'est bien de comprendre la magie. Mais en fait, ça nous évite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité Ouais. à gérer ça. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour nous et tout le monde y gagne. Le dev y gagne et les personnes, enfin les Hmm. utilisateurs, en fait, ils gagnent aussi. Ouais, on voit sur. Là, je reviens, je reviens encore sur Spotify. Vas-y, vas-y. Dans la page, on voit effectivement que dans le fichier de config là, qui était un peu plus haut dans la page d'avant, ouais, comment il s'appelle déjà, le toml là, Oui, en fait, c'est netlify.toml là, on voit edge underscore function pour oui, spécifier vraiment les edge en fait. exactement. En fait, Mm. tu vas typiquement déclarer ça, je veux que ça soit interprété en tant que serverless function. Ça, je veux Ouais. que ça soit interprété en tant que edge function. Parce que ça va pas répondre vraiment aux mêmes besoins. Par exemple, Mm. mettre sur du edge un appel de données à une base de données, en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, techniquement, tu pourrais, mais en fait, pourquoi faire ça? Mm. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est vraiment pas du tout fait pour ça. Euh, Et c'est en fait où on voit tous les exemples, pour le coup, qui sont chez Netlify, où on va répondre à un simple texte, on va répondre à un JSON qu'on a préformaté, ou, et c'est là, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait, on va retourner une image. ouais. Et clairement, si par exemple, si dans notre contexte, en fait, on est, je sais pas, style en France, on va envoyer le petit drapeau français. Et si on est au Japon, on va renvoyer le drapeau japonais, quoi. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire directement sur le Edge et on revient avec une image. C'est-à-dire, c'est la fonction qui délivre l'image, chose qu'on ne peut pas faire sur du Mm, mm, serverless mm. classique. Ouais, puis en plus en termes de vitesse, parce que j'ai déjà vu des tableaux comparatifs entre des différents serveurs, enfin, fermes de serveurs Amazon en fonction des endroits et en fonction d'où tu appelles la fonction. Et tu as vraiment Oui, des énormes différences en fait de réponse. En millisecondes, mais c'est du simple au double ou même au triple. Donc, Mais en fait, c'est pour ça que c'est toujours mm, en fait ta première solution. Donc, on a résolu le problème des serverless où aujourd'hui on avait la Jamstack, tout ça. Oui, mais on a besoin d'avoir du rendu. Très bien, il nous faut du rendu. On va mettre sur des serverless. Ok, mais ça nous amène un autre problème. En fait, on a déplacé le problème. ouais. En même temps, ça,
j'ai envie de dire, c'est la vie du web, quoi. On vient déplacer le problème, quoi. On a plein de solutions, mais au fur et à mesure, en fait, on vient solutionner un problème qui nous amène à un autre problème, et en fait, on ne fait que déplacer le problème, et on Ouais. trouve des solutions pour résoudre. Bon, après, il y a aussi je vais pas dire une hype commerciale, mais voilà, ça nourrit tout l'écosystème. Il y Ouais. a aussi ce besoin de nouveauté où tous les développeurs sont plutôt friands de ce type de... C'est un nouveau truc, ça va révolutionner. Bon, après, les grandes révolutions, j'y crois pas trop. Voilà, Mhm. c'est des changements de paradigme, ça se programme sur beaucoup, beaucoup de temps. Mine de rien, on fait quand même du code comme on faisait du code avant. C'est juste les outils, les librairies qui ont échangé, qui ont évolué, mais les fondamentaux, en fait, ça reste quasiment toujours les mêmes. Par Mhm. contre, ce que je vois, c'est que c'est des outils qui nous, en tout cas, nous facilitent la vie et sont beaucoup plus rapides. Bien sûr. Juste le fait de pouvoir déployer, pour ceux qui ne savent pas, je suis pro Vue et pro Nuxt, mais dans la version 3, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. le serveur Nitro, je vais pouvoir déployer mon framework back-end. En fait, pour moi, il est totalement full back-end. Enfin, c'est-à-dire que je vais pouvoir le déployer sur un CDN, donc qui est Mhm. normalement un outil plutôt front. Et là, il va être automatiquement interprété en tant que serverless ou Ouais. edge function. Pour moi, j'ai même pas besoin de configurer. Donc, Non, c'est optimisé en fait par nature. Parce mhm. que les mecs qui ont codé ça, ils ont déjà optimisé, ils ont fait le boulot de me faciliter et que l'expérience soit la plus fluide pour moi, la plus facile et la plus fluide pour les développeurs et en même temps pour l'utilisateur parce que c'est l'utilisateur qui va avoir ce gain en fait de performance. Ouais, ouais. Non, mais Donc ça, pour ça, Nuxt, ils ont été très, très forts. c'est ouf, mais c'est Ouais, ouf. ouais, ils ont été vraiment visionnaires à ce niveau-là, parce que c'est vrai que quand ils ont commencé à parler de Nitro, tout ça, Sébastien Chopin, tout ça, ils parlaient de Nitro et tout, parce que moi j'étais plutôt dans le mode classique, statique, etc., régénération, machin, tout ce qu'on a sur Next et tout, un peu compliqué. Et eux, ils ont pris le Ah, parti de Nitro, en fait, de packager, de builder, de packager ton application. Euh, et en fait, ils enlèvent le Node module, tout ça, donc ça tourne pas sur Node, c'est du JavaScript. Et en fait, c'est capable de tourner en fait juste avec du JavaScript, donc sur du Edge. Ça n'a pas besoin d'un serveur Node, ça n'a pas besoin de tout ça. Et c'est hyper optimisé et c'est minifié aussi. Et en fait, l'application Nuxt, elle est incroyablement petite et tu peux la mettre où tu veux en fait. Ils ont été très très bons là-dessus en fait. Et surtout, là où moi je trouve c'est important, c'est que Vercel en fait et Next ont une implication très très forte Ouais. parce que il y en a un Ah oui, qui oui, finance complètement. l'autre, donc et puis enfin c'est assumé. Euh, Là où pour moi c'est intéressant sur Next justement, c'est qu'ils vont être totalement plateforme agnostique. Ouais. C'est-à-dire, tu veux déployer sur Vercel, tu déploies sur Vercel. Tu veux déployer sur Netlify, tu déploies sur Netlify. Sur Cloudflare, tu déploies sur Cloudflare. Sur StormKit, voilà. Et c'est là où c'est encore plus puissant parce que on va dire qu'ils nous tordent pas le cou en disant, OK, là, il va falloir que tu utilises tel techno, tel Hmm. provider. C'est là où, pour moi, Ouais, ouais. Ils sont très c'est bons. assez fort. C'est Et assez fort. là où c'est encore plus fort, c'est que moi j'en ai parlé dans un épisode dernièrement, mais Next par exemple, tu peux pas le déployer où tu veux. Il y a des spécificités qui font que le provider il doit prendre en charge Next, machin, la version 12, etc. Ce que tu n'as pas du tout là, Next avec le Nitro en fait. Nitro, tu le mets, ça tourne quoi. Donc pour ça, excellent quoi. Beau travail de l'équipe quoi. Mm. Carrément. Et, euh, Carrément. et est-ce que, parce Dis-moi. que là j'ai l'impression que Netlify est un peu plus en avance sur le edge computing que les autres ou Après, pas? chez les Ou deux, peut-être en qu'ils fait, marketent un c'est peu mieux le truc. annoncé. Ouais, Si. voilà. Après, je pense que les deux, Netlify et Vercel, sont très, 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 très bons communicants. Ils savent très bien faire Hmm. pour comment communiquer là-dessus.
Donc, Même s'il me semble que c'était Cloudflare les premiers à vraiment ouais, commercialiser le Edge, en fait. c'est possible. Après, tout l'écosystème de chez Cloudflare a bien évolué, hein. Ouais. Donc, c'est clairement. Mais savoir lequel est le plus performant, j'en sais strictement rien. Par Bon, contre, de comprendre le concept, en tout cas sur Netlify, ils ont des exemples qui sont assez parlants, justement bah, pour mettre en place des cookies, une sorte de géologue, ou même d'écrire Hmm. un log. Bah, voilà, on va pouvoir écrire, vu que tout passe par ce middleware. Tu peux voir si tu Bah, peux les logs là, si tu peux faire l'exemple, s'il te plaît. Et tout Alors, ça fait quoi? simplement, en fait, au lieu de faire Ouais. un console log, on va faire un contexte log. Mais Ouais. moi, ce que je vois aussi, c'est que tu peux peut-être aussi utiliser pour forward. Donc, tu continues, tu pousses en fait la requête là où tu veux, Hmm. mais tu viens enregistrer tu viens loguer ta requête avec toutes les informations que tu as. Et elle est automatiquement géolocalisée, je pense, sur des analytics, par exemple. Hmm. Ouais. Ça peut être super intéressant, où bah, tout passe par ces edge functions, ce qui te permet en fait d'extraire le contexte et bah, la géoloc, de venir loguer ce que tu as besoin de loguer, mais bah, au plus proche en fait de l'utilisateur, et surtout que ça ne freine pas son expérience de navigation, quoi. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ils s'en Ok. servent aussi à faire des A/B testing Et oui. pour justement bah, baser sur des A/B testing, soit de géoloc, soit avec des cookies, soit avec plein de choses. Mais intéressant pour Tu, bah, tu vois, on voit que là, ça met un nom dans un cookie. Ouais, ça met un nom de bucket dans un cookie. Et en fonction du cookie, ben, il va rediriger sur A ou B, en fait, a priori. c'est Donc, ça. ouais, donc Et ça te fait une sorte de proxy. Tu passes par là et il détermine si toi, tu vas sur le A ou sur le B, en fait. Donc, c'est ouais, A/B exactement. testing. Voilà. Après, c'est du vrai, c'est vrai proxy, où tu peux, Hmm. pour le coup, tu peux même rediriger vers une URL que tu veux pas, en fait, que tu veux cacher. Oui. Bah, là, pour le coup, tu réécris en fait Oui, on peut la imaginer requête. une application qui est disponible que pour une certaine IP d'entreprise. Ben, quand Exact. tu vérifies que l'IP correspond, et si ça correspond pas, bah, tu rediriges sur un erreur ou sur la bonne application. Ça peut être un. Exactement. Ouais. Exactement. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient pas tout solutionner, et Oui. il y a toujours moyen de faire ça autrement. Euh, Tu vois, cette validation, ce proxy, tu pouvais le faire côté serveur. Bon, bah, ok, pourquoi le faire aujourd'hui sur le Edge? Euh, Moi, je pense que le plus intéressant, ça reste la performance et l'utilisateur final, où on est en fait au plus proche de lui. Donc, on vient Hmm. réduire Hmm. ce temps cette latence. Et Ouais. cette latence. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la performance, c'est important. Oui. Et donc, bah, ne pas se concentrer sur la performance, c'est, je pense, une grave erreur. Bah, après, Donc, dans le cas où tu es vraiment un site internet franco-français où tu n'as que des visiteurs français, bon, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt d'aller sur du Edge? Je suis pas sûr. Mais après, si tu as une visée internationale, ouais, là, il y a vraiment un intérêt d'être sur du Edge et d'être vraiment au plus près, ouais, pour répondre aux fonctions. ouais, Mais après, moi, je reste toujours sur cette idée que un développeur front, en fait, parfois, il n'a pas envie de se fader un back pour des oui, toutes petites actions. Néanmoins, il va quand même avoir besoin de son rendu, d'avoir un runtime à un moment donné. Un exemple typique, c'est envoyer un email. Bon, hmm, bah, je vais utiliser une serverless function. C'est quand même super pratique. Et là, je vais pouvoir le faire directement depuis Netlify. J'ai pas ouais, besoin de développer tout mon back-end avec la structure, le build, payer le serveur qui tourne H24 pour envoyer trois mails, quoi. Donc, hmm, hmm, hmm.
moi, je vois ça quand même. Ça ouvre. En fait, c'est comme tout, c'est un outil. Est-ce que ça fit avec tous les projets? Je ne pense pas. En tout cas, des personnes qui utilisent des serverless functions et qui veulent justement faire de la validation de la géologue et de répondre au plus rapide à leurs utilisateurs, je pense que les edge functions prennent vraiment leur place. Pour moi, l'usage parfait, c'est le rendu serveur. Voilà, c'est Ouais. le truc parfait où justement tous nos frameworks ont évolué de front où on fait du client-side rendering. Après, il nous faut du server-side rendering. Et là, on va faire du server-side rendering sans serveur et au plus proche de l'utilisateur. Donc, c'est top, quoi. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme un gros gain pour l'utilisateur et pour le Ouais, développeur, ouais. quoi. Il y a avec Next, et aussi, je sais qu'il y a un truc, il y a une lib pour Next qui existe qui permet de faire ça en fait, qui compile sans les dépendances Node et tout, qui compile tout en package. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dispo sur Et, GitHub. Faudra que et je retrouve le après, lien. objectivement, tu peux aussi construire directement ton HTML Ouais, ouais, une fonction qui répond du HTML, ouais, carrément. Ouais, dans ton Edge, quoi. Et ouais. donc, en Ouais. fait, tu supprimes ton build de ton application, quoi. Parce que, en Ouais. fait, ton build, il est exécuté directement sur ce Edge function, quoi. Ouais, si tu veux Donc, faire une simple page. Bon, après, des fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Bon, bref, on va pas rentrer dans les. ouais, après, c'est comme tout. Est-ce qu'on est sur une hype et il faut foncer tête baissée en mode ouais, il faut tout faire comme ça? Je Ouais. pense que sur certains projets, ça amène une réelle plus-value. Sur d'autres, ça n'a pas de sens, quoi. Une Yes. fois de plus, ce n'est qu'un Hmm. outil. Ce n'est qu'un Et outil. niveau tarif, est-ce que c'est beaucoup plus cher ou pas sur Netlify, Non, par ce exemple? n'est pas plus C'est pareil? cher et C'est je inclus dans les crois. packages? Exactement, je crois que je vais aller regarder ça. On est sur de nombres Edge Function, d'exécution 3000. beaucoup plus élevés que C'est les quoi 3M? serverless functions. En fait, sur Netlify, par mois, on est Ouais. à 128 000 exécutions de serverless function, Function, ouais. alors que sur le Edge, on est à 3 millions. 3 Ce qui fait millions? que, Oh, ouais, putain. Ah ouais, 3M. ça va, quoi. Donc, pour le coup, en fait, C'est ouf, 3 millions. je pense que, ouais, moi, faire du SSR, on n'a plus besoin de passer par autre chose, quoi. Alors après, attention. Attention, Pardon. dis-moi. Alors déjà, attention parce que en fait, pour avoir utilisé le middleware de Next, il faut comprendre que chaque requête passe par le middleware. C'est-à-dire que chaque image, le favicon, etc., chaque requête passe par. Donc ça va vite, ça fait vite du chiffre en fait. Tu vois. Si tu- Je Donc c'est vais pour les ça que. croquer, je vais les croquer Bah, je très sais très pas après rapidement. sur le mois combien ça fait d'appels, mais c'est vrai que 3 millions ça peut sembler beaucoup, mais attention parce que sur une visite par exemple, tu peux vite avoir 150 requêtes rien que pour afficher une page, tu vois. Donc, Ok. donc après, Après, le fait d'en ouais, avoir ok. 3 millions, ça veut aussi dire par rapport au serverless function où tu en as 125 000, ça veut dire que le edge function est beaucoup moins gourmand en ressources et coûte beaucoup moins cher aussi peut-être. Je sais pas. Je sais pas, après ça, c'est leur calcul et j'ai Ouais. pas assez d'historique En tout cas, ils sont généreux. sur des providers. Exactement. Ils sont généreux. Après, ils incitent, est-ce que c'est incité à passer sur des nouveaux builds ou des nouvelles manières de faire? Ouais. Est-ce que c'est justement parce que tu vas tout croquer et tu vas croquer beaucoup qu'ils sont généreux? Je sais pas du tout. On pourrait regarder chez Vercel pour Ouais, voir c'est compliqué les justement. tarifs chez Vercel. Je te préviens. Ah ouais, Ah, ça c'est devient compliqué. complexe. Ouais. Il n'y a pas En vraiment fait, de prix en fait. Ouais. ils ont tous des Edge Function, attends, c'est un tarifications peu plus haut. Un peu plus haut. qui Il y avait dans deviennent les Edge Function, voilà. impossibles. Bêta, 100 Alors, eux, 000, ils sont à 1,4 par 500 jour. 000 par Ah jour. oui. Tu as 100 000 et 500 000 ouais. Par jour. Ouais. Ouais.
Ah Ok. oui, 100 000 sur du Le hobby. hobby, ouais, ça coûte Ouais, pas cher. C'est quasi gratuit. c'est C'est pas ouais, gratuit, le mais quasi. truc. Hmm. C'est après, ouais. Parce que sur En Vercel, fait, c'est tout. T'as pas de compte gratuit comme Netlify. T'as un compte qui coûte Mm. pas cher, mais il coûte un petit peu. Mais tu payes. Mais Ouais, en même temps, je pense intimement enfin, je reste convaincu que la culture du tout gratuit, ça c'est c'est limite. pas, ça aussi ses limites, exactement. Ouais. Et on en parlait déjà sur du support, où en Oui, fait, bah, bah il y en a pas. quand tu payes pas, comment tu peux avoir du support? Enfin, je veux dire, c'est normal, tu payes pas. Donc, tu peux pas être Non, en non, attente le gratuit, c'est des bien choses. pour comme il marque, hein, les hobbies, voilà, les projets pour s'améuser, tout ça. Mais dès que Ouais, tu les as un side projet projects, sérieux, faut bien bien sûr. considérer qu'à un moment donné, il faut payer. Parce que c'est comme ça, quoi. Puis de toute façon, tu fais du business, donc toi, si tu rentres de l'argent, bah, il faut payer derrière ton infrastructure, tout ça, quoi. Enfin, et puis ouais, mais surtout, c'est qu'il y a une infrastructure Ah oui. derrière, il y a des vrais services et enfin, ce que je vois que Vercel et Netlify proposent, ça vient solutionner et faciliter et fluidifier le travail d'un dev front, Hmm. mais de ma boule. Et alors, c'est pas la première fois que je le dis, mais front is the new back. Avec bah, tous ces nouveaux frameworks, Next ou Next, bah, la frontière entre les deux et le déploiement entre les deux devient encore plus facile, quoi. Donc, j'ai besoin d'avoir un petit serveur qui tourne, bah, je vais le déployer sur Vercel ou sur Netlify grâce à ces frameworks-là qui sont full stack maintenant. Bah, Hmm. c'est facile, quoi. Et Ouais, donc, non, ça amène une grande plus-value indéniable, quoi. Indéniable. carrément. Ok. Ouais, bah super. Et ouais, donc maintenant, bah, il nous reste plus qu'à utiliser les edge functions Et Next. pour tester pour tout ça et utiliser Next, bien sûr, évidemment. Évidemment. Eh bien, écoute, merci Patrick, merci à Merci à toi. tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez Yes. à mettre le petit like, les commentaires et Un petit commentaire, ouais. ouais, venez nous dire ce que vous en pensez des hedge functions, si on est dans une hype ou à quoi vous pensez pouvoir l'utiliser. Un grand Ouais. merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, à plus.